bienvenue et puis bonne année, bien qu'on ne soit pas beaucoup quitté. Et puis sachez que pour que cette année soit plus vivable, plus profitable, plus harmonieuse, nous avons invité un psychothérapeute doublé d'un psychiatre, Christophe André, qui livre ses secrets de psy en s'affranchissant du secret professionnel. Voici vos grosses têtes. Il ne lève son verre à la santé du bon Dieu que lorsque les glaçons tombent du ciel. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Le soir, il écrase les politiques, la nuit, ses admiratrices. Bernard Mabille. Bonjour. Chaque cachet, au lieu de la soigner, aggrave sa folie. Éric Logérias. Bonjour. Nous avons renoncé à compter ses bonnes fortunes lorsque nos doigts des mains et des pieds n'y ont plus suffi. Macha Merrill. Beaucoup moins séduisant que Gérard Philippe, il aura néanmoins tenu l'affiche plus longtemps. Jacques Bellutin. Alors, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Très bien. Très bien. J'espère que vous n'avez pas trop mangé, pas trop bu. Si, on a beaucoup bu, beaucoup mangé, et Parle pas pour toi. que ça. Parle pour toi. On a tout fait. Ça a été une soirée très arrosée. Oui. Mais merci fait arroser le réséda. On peut dire comme ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus adorable que ça. Quoi donc? Que de quoi? Passer les 12 coups. Oui, 12 coups. Quand même. Philippe, il faut fournir, hein. S'il y a eu 12 coups, ça a été très arrosé. Ça veut dire qu'ils étaient au moins 11. Alors, pendant que nous fêtions bien au chaud le passage à l'année nouvelle, il y avait 200 baigneurs qui, à Dunkerque, affrontaient une eau à 4 degrés. Incroyable. Ah oui, Les Partout. fous. J'en avais froid rien qu'à les voir à la télé, dis donc. D'ailleurs, ils ont annoncé la couleur, qui était d'ailleurs plutôt violette si on regardait leur corps. C'était le club des prunes bleues. Alors, non, il s'intitule Le bain des givrés. Ah oui, ça. c'est vrai. Et il faut l'être un petit peu. Complètement hein. pingouin, Il oui. y a ça à Biarritz aussi, ce sont les ours blancs. Ça se fait beaucoup maintenant, ça. Ouais, ouais. Ah, mais Oui. Biarritz, À il Cannes triche. aussi, il y a je sais plus quoi, il y en a un à Cannes chez vous, Philippe. Alors, Dans là, votre piscine. Ce qui est sympathique, c'est qu'il y a plein de braves gens qui viennent sur la plage avec des peignoirs Oui. pour les réchauffer. Oui. Il y a des dames qui leur mitonnent une soupe à l'oignon et davantage si affinité. Du vin chaud, du vin chaud. Alors, c'est très sympathique. Et leur frotte les pieds après. Et puis, pendant ce temps-là, en Allemagne, c'est vous dire si quand même les intempéries ne sont pas totalement entrées dans les mœurs, la municipalité a interdit une bataille géante de boules de neige. Voilà. Comme c'est triste. Pourquoi? Parce que c'est violent. Parce qu'on peut mettre des cailloux dans la Oui, boule. il y en a qui mettent des cailloux. Ils mettent des cailloux dans la boule de mais neige ça, et c'est- tu la prends dans la Attends, tranche, ça fait très c'est mal. pas des cailloux, moi, C'est quand je pas vais- qu'on met des cailloux dans la neige, sont c'est qu'il y des a, il y a taquins. des gens mal intentionnés qui mettent de la neige autour des cailloux. Oui. Voilà. Non mais attendez, quand Ce vous sont voyez, des joueurs, quand vous voyez des des joueurs. gosses jouer à la boule de neige dans Paris, sous la neige, il y a les merdes de chiens quand même. Ah oui. Mais c'est pas grave, ça Moi fait pas j'ai toujours mal. pensé à Si ça. tu aimes rire en début d'année, tu déguises une boule de pétanque en boule de neige. Et là, tu rigoles. Alors, il devait être 8000, hein. Bon, ça faisait beaucoup Ah, de ça fait du monde. combattants. Ah oui. Et finalement, alors, il y aura une petite bataille en banlieue, Oui. mais avec 500 personnes. Pour la neige, il y aurait Jean-Luc Delarue, non? Oui. Ah ben, Jean-Luc Delarue, je voulais vous en parler. Ah, parce que- alors, on s'inquiète. annonce, Comment on va-t-il annonce, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une fausse bonne nouvelle? Il aurait interrompu son traitement parce qu'il s'estimait guéri de son addiction. Ah, Oh, Mais est-ce c'est qu'il pas est bon parti ça. avec son Rapide, ça. autocar là Ils pour l'ont faire sa soigné au tournée, glycol. Alors, il n'a pas encore trouvé son mobile home. Il va certainement en acheter un puisque les professionnels refusent de lui en prêter. Mais il dit que là, comme ça va bien, il n'y a pas de raison qu'il poursuive. Mais est-ce que l'autodiagnostic est suffisant? Voilà. ça. Quand le malade, Alors, il va c'est se mieux que le rendre sur médecin. les villes de plage, des trucs comme ça, pour Alors, parler aux jeunes. la tournée Oui, des on ne plages. prenait pas de... Il commence par être celle où il y a de la neige. Ça va être bien. Il fera la grande tournée de la poudreuse. Voilà. Les stations sport d'hiver, c'est mieux.
Alors, une nouvelle qui ne nous concerne absolument pas, dont nous nous contrefichons éperdument, mais dont je m'en voudrais de vous priver. À partir d'aujourd'hui, le tabac est interdit dans les sous-marins américains. Ah, ça c'est une Comment ils nouvelle. vont faire, les pauvres vieux? Non, Ils avaient le droit de fumer. saisissant. Ils avaient le droit de fumer. Ils avaient le droit de fumer. Alors, je vais vous dire, ça À c'est plus l'extérieur. intéressant quand même. Ils avaient le droit de fumer parce que les psychologues de la marine américaine avaient établi, et ça c'est pas difficile, qu'il y avait beaucoup de stress dans les sous-marins. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Et- Ils avaient le droit de fumer, mais la fenêtre ouverte. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils prennent à la place? mais c'est quand même un signe des temps que Mais la comment on loi peut fumer dans un s'applique sous-marin dans un univers aussi rigoureux Ah et oui. confiné. Hein. Ouais, bah oui. Je ne sais pas si vous êtes allé à bord d'un Une fois. sous-marin. Une fois. Enfin, Oui, moi aussi. ils naviguaient pas. Hein. Moi non plus. Moi, Le jamais. Jacquet. Donc, je peux vous en Ah ouais. parler. Oui. C'est terrible. Hein. Dès que vous avez franchi le sas, vous n'avez qu'une envie, c'est de ressortir. Quand vous voyez Widom, ces espèces ouais, de ouais. couloirs minuscules, paraît- vous il imaginez paraît qu'il y ait que un mec qui fume là-dedans, ça va être Il terrible. paraît que le pire, c'est quand ils reviennent d'une croisière assez longue, quand ils ouvrent les trucs, il paraît qu'il y a une odeur Oh qui Bah, ça t'imagines. embaume le porc, il paraît. T'imagines, ils sont combien? Une centaine là-dedans. Bah oui. Il paraît que c'est terrible, on dirait la lettre que du ça. père Guy Gilbert. Le cassoulet est interdit. Hein. Alors, il y a maintenant des femmes sous-marinières. Oui, Oui, ça c'est autre chose. des salopes. Il y en a sur nos plages l'été, il y en a beaucoup qui sont sous-marinières, mais c'est pas les mêmes. Et là, alors elles ont très peur parce que les couloirs sont tellement exigus Ah oui, il faut pas que qu'ils aient une forte rien poitrine. que de croiser un marin et elle tombe enceinte. Puis regardez si la matelote est bien nichonnée, fortement. Ah bah là, les sous-marins, ils ont toujours la main sur la torpille. Ah hein. bah oui. Ah, le coup de sang, c'est celui de Bernard Mabille. Alors, un coup de sang contre mon iPhone qui m'a réveillé 2873 fois la nuit de la Saint-Sylvestre. Pour le même SMS, bonne année Christine, bise à ton chien, ton Robert qui t'aime. Je demande à Orange de me rendre mon bon vieux téléphone à cadran. Un coup de sang contre Brice Hortefeux qui, pour remplir son quota d'expulsion 2011, n'a pas hésité à foutre dans un charter pour la Côte d'Ivoire le plus célèbre de nos duos comiques, Roro et Jaco. Fallait voir Roland Dumas et Jacques Vergès, les tontons flingueurs du barreau affalés dans les vastes canapés d'un palace d'Abidjan. Victime sans doute du décalage horaire, d'un excès d'alcool de baobab et d'un gâtisme bien avancé, ils ont déclaré la guerre à la France coloniale. Citant en vrac Lyotet, Tintin au Congo, le docteur Schweitzer et le tirailleur de chez Banania. Amis des démocrates du monde entier, ils vont soutenir Laurent Gbagbo. Quand on sait ce qu'il advint de leurs clients, le mec est mal barré. Une seule solution pour lui, appeler à son secours Gilbert Collard. T'avais un mot à dire sur le passage de nos amis en Côte d'Ivoire? Ah oui, non, mais je trouve que pour un pays de cannibales, on leur envoie de la viande pas fraîche. Merci Bernard. Voilà un duo bien au point. Un second coup de sang contre Brice Hortefeux qui a déclaré sans rire que la nuit du réveillon a été calme. C'est beaucoup mieux, a-t-il dit. Juste 501 interpellations, 16 flics blessés plus ou moins grièvement, un 10 jockey tabassé à mort, une jeune fille kidnappée, violée et rouée de coups, et une jeune fille violée et assassinée, et si peu de voitures brûlées qu'il faudra au moins 15 jours pour les compter. Brice Hortefeux se félicite et termine sa phrase. C'est beaucoup mieux que si ça avait été pire. Un coup de sang contre la SNCF qui va augmenter ses tarifs des TGV. Tu ne paieras plus ton voyage aux kilomètres parcourus, mais aux heures passées prisonnier du train. Ainsi, pour aller de Strasbourg à Port-Bou, sans crédit à ta banque, Tintin. Accompagnant la hausse du TGV, celle de la TVA sur les accès Internet, celle des assurances auto-immobilières, celle de l'EDF, de la consultation médicale, du forfait hospitalier, de l'essence et de la hausse sur les hausses. On nous a prévenu, la note sera salée. Beaucoup plus en tout cas que nos autoroutes sous la neige. Un coup de sang contre la Cour des comptes qui vient de faire une grosse peine à Jacques Chirac, instigateur de l'érection du musée Jacques Chirac, inauguré par Jacques Chirac sous la présidence de Jacques Chirac. Situé à Saran, fief de la famille Chirac, à l'angle de l'avenue Jacques Chirac et du boulevard Bernadette Chirac, à 2 pas de la rue Claude Chirac, tout près de l'allée Martin Chirac, le musée se révèle être un gouffre financier, le Padirac de la culture. Quelques chiffres.
18 millions d'euros pour la construction et l'agrandissement, 1 million d'euros pour les frais de fonctionnement annuels, 200 000 euros de recettes et 150 cadeaux exposés, sauf la culotte de Madonna. Ceci explique peut-être cela. Quant au restaurant, car l'on s'y restaure, il affiche un déficit de 270 000 euros. En période de crise, ça fait quand même cher le kilo de tête de veau. Un coup de sang enfin contre Hervé Morin, qui nous a adressé ses vœux, alors qu'on lui demandait rien. Depuis sa cuisine, devant casseroles et gamelles, souvenir de son passage au gouvernement. Seul, l'air triste et abattu, sans musique ni bruit alentour, il nous prévient. J'aime bien manger, j'aime bien boire, je suis un épicurien. Qu'est-ce que serait si ce mec était un triste ? Question mise en scène, Godard est un rigolo. Un coup d'œil à la cocotte minute, désespérément vide, un détour par le réfrigérateur dont il ne sort rien. Morin débite un texte écrit sur le pense-bête de la liste aux commissions. À chaque instant, tu t'attends une apparition surprise, celle de son épouse. Chérie, où t'as mis les apéricubes ? Ou des potes en goguette ? Où est-ce que t'a amené le Marielle de Sarnez pour une tournante ? Poisson d'avril ? Rien. Le vide intégral, comme le cerveau de l'ex-ministre. Pour faire plus chiant encore, Hervé Morin présentera ses vœux en 2012 en direct de ses cabinets. Merci, monsieur Mabille. Eh bien, vos méchancetés sont comme l'amour d'une mère, chanté par Victor Hugo. Chacun en a sa part et tous les ont tout entières. Et puis, on a beaucoup insisté sur les grandes fortunes de la planète qui distribuent leur argent aux À ce propos, bonne année, Madame Bettencourt. Merci, monsieur Warren Buffett, de ne pas oublier mon petit soulier. Merci, monsieur Bill Gates. Merci, monsieur... Comment il s'appelle Et le petit nouveau, là, Facebook. Zuckerberg. Alors, celui-là, il donne sa fortune. Enfin, il promet de la donner alors qu'il a 26 ans. Hein. Oui, bon. oui. Mais alors, il y en a un qui a plus de 70 ans, dont nous avons parlé incidemment plusieurs fois. Je ne sais pas si son nom va encore vous dire quelque chose. Ted Turner, qui était le magnat de la presse, et monsieur Jeanne Fonda. Mais oui, il était marié avec Jane. Alors, il a donné beaucoup d'argent, des millions, et de son vivant, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, il est sans un. Non. le con. Il est ruiné. Il dit qu'il est complètement ruiné et qu'il lui reste tout juste de quoi s'acheter une concession au cimetière. Mais attendez, il est quand même patron de CNN. Mais il l'a vendu. Il l'a vendu. Mais si, il y a longtemps. Il y a longtemps. On ne me tient pas au courant. Jeanne Fonda peut pas l'aider ? Je ne sais pas si elle aide tous ses anciens maris. Oui, il y en a ça une va faire du tripotée, monde, oui. hein. S'il fait des photos, on peut lui présenter Madame Bettencourt. Elle a plus de photographe. Elle a arrêté la publicité pour les rides, là. Il paraît qu'ils veulent bon plus d'elle. Ah, Guy dommage. Fonda ou Madame Bettencourt ? Roger Fonda. Ensuite, une nouvelle... vous avez vu qu'avant la prime à la casse, l'industrie automobile... mais oui. Oh là là. Avant l'arrêt de la prime à la casse, l'industrie automobile a enregistré un regain de commandes et, du coup, le président iranien a pu vendre sa vieille Peugeot 504 Ah, ça y est, Combien, pour reçoire combien, tous les immeubles. $1 million. Oh la vache ! $1 million. Alors que c'est la voiture de Colombo en moins bien. hein. Oui. À qui il a vendu ça? Alors il a vendu ça à un riche, oui évidemment, enchérisseur qui a voulu garder l'anonymat, mais sachant que c'était pour une bonne œuvre et que ça servira à construire des logements sociaux. Alors, vous parlez acheter une bagnole en Iran, même les roues sont Mais voilées qu'est-ce qu'elle là-bas. a de spécial elle est blindée elle a Non, elle est Non, c'est une vieille elle caisse se pète là, pourrie. c'est tout. Elle est vieille et... Elle est vieille, elle est moche pourrie, comme son propriétaire. Elle a 300 000 km au compteur. Oui. Enfin, je te dis, c'est un modèle solide. Hein. Le président iranien, c'est un peu le sosie de Benoît Hamon, Oui, du en Parti moins gay. socialiste. Et puis alors, des nouvelles de Julian Assange, vous savez Oh, le- il est génial, ce type. Oui, alors, vous aussi, vous le trouvez bien. Hein. Je trouve que c'est un vrai... Ah, oui. Oh, c'est le collabo, ça. Non, Non, pas du tout. Non, vous n'auriez pas porté plainte pour viol, hein? Non, mais en plus, je crois que c'est fou. Elles étaient consentantes, les trois, là. Oui. C'est-à-dire, elles étaient consentantes le soir, mais trop fatiguées le matin pour remettre le couvert. Voilà. Alors, Elles ont été payées très cher C'est des pour ça, feignasses. surtout, moi, je pense. oui, il y a de ça oui, aussi. oui. Alors, pendant que le tribunal examine la demande d'extradition formulée par la Suède, et qui serait d'ailleurs pour lui très périlleuse, parce que la Suède risquerait d'accepter la demande d'extradition des Américains, États-Unis, mais oui. il a trouvé refuge dans un superbe manoir britannique
Alors, on a vu les photos, c'est plein de crotonnes, c'est pas chic. Ah, chic, hein. attendez, on le voit, il est au coin d'un grand Ce feu sont de des bois. bandes crotonnes. Voilà. Et moi, j'ai bien lu l'article qui dit que il bénéficie de 2 assistantes personnelles jour et nuit. Voilà. Tiens. Ah, ouais. Non, mais il est pas à plaindre. Non, mais Et parce puis- que Internet, c'est jour et nuit. On sait jamais, ça va Non, tellement non, vite. c'est surtout que lui, c'est soir et matin. On le sait puisqu'elles ont Eh porté ben, plainte parce qu'il est du écoute, matin. Et puis, Vite qu'il y en a encore un qui reste, ça il est intéresse, hein, obligé de franchement. porter un bracelet électronique. Et il Oui. porte un bras. Oui, Oui. mais ça gêne pas pour le déduire. Non. Surtout Ah, si c'est à la cheville. Non. Il y a peut-être des secousses. Ah, peut-être qu'on lui met C'est le quoi son bracelet site ailleurs qu'à la cheville, alors. Wikileaks. C'est le Wikileaks. patron de Zizilix. Alors, la cerise sur le gâteau, ah ça c'est formidable, surtout pour ceux qui aiment les chiens. Des publicitaires américains ont mis au point pour la première fois une publicité pour croquettes qui est destinée à ceux qui les mangent, pas à ceux qui les achètent. Ah ben, les chiens regardent la télé. Hein, c'est bien Alors, connu. les chiens regardent la télé, mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas sensibles d'abord aux couleurs, d'après ce qu'on sait, et ensuite pas sensibles aux messages publicitaires. Or là, les fabricants de croquettes en question ont eu l'idée géniale d'assortir les images Avec des aboiements. d'ultrasons que seuls les chiens entendent. Oui. Ah ouais. L'ultrason appétant. Attends. Aux Donc, États-Unis, les croquettes. Ils ne ce sont- comprennent pas la nature du message, mais ils sont alertés par quelque chose Salé. Ah oui, oui. qui les interpelle, comme on dit. Et le maître, se disant mon chien est intéressé, achète ses croquettes. Alors. Oui, Bah parce oui. que ces messages sont diffusés prioritairement dans les rayons des grandes surfaces où on vend des croquettes pour animaux de Et compagnie. comme ce sont des Et donc, croquettes. devant le rayon, le chien Et comme s'arrête. et comme Parce ce que va. sont- dans les magasins américains, on peut rentrer avec son chien. Oui. Oui, mais les croquettes là-bas, ce sont la marque Davy Croquettes. Ah oui. Fallait la faire. Ah quand bah même. oui, Allez, t'as va. raison. Puis un invité surprise que nous connaissons bien et pour lequel nous avons estime, amitié et admiration. C'est Alain Mimoun qui vient de fêter ses 90 ans. Oh là là. 95. Bonjour Alain Mimoun. Bonjour, monsieur Bouvard. Ah, écoutez, tous nos vœux vont vers vous, et ce sont à la fois des vœux de bonne année et des vœux d'anniversaire, hein. Merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que il y a longtemps qu'on se connaît tous les deux. Hein. Ah, ben oui, il n'y a pas 90 ans, mais pas loin, hein. Vous avez couru ensemble, non? Non, mais on a marché un partout. Bouvard, c'est mon ami, hein, attention. Alors, c'est une façon de se souvenir de votre brillant parcours. Parcours sportif, parcours social, hein. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Et alors, j'ai découvert, ça je ne le savais pas, que 4 fois par an, vous mettiez un drapeau tricolore à votre fenêtre. Ah oui, c'est ma seule victoire, ça. C'est tout ce que j'ai gagné. Parce que vivre comme j'ai vécu, à 4 médailles olympiques, dans un petit 2 pièces, sans douche ni toilette, hein, ne mangeons pas mal, hein. Quand je vois comment que ça se passe maintenant, je ne suis pas révolté, mais je dis quand même, il n'y a pas beaucoup de justice, hein. Quand vous êtes-vous aperçu, Alain Mimoun, que votre pays d'élection, c'était la France? Là, je vais te lire quelque chose qui va je suis sûr que ça va te faire plaisir, hein. Chaque matin, lorsque je me réveille, je remercie Dieu de m'avoir donné la bénédiction d'être citoyen de ce pays. J'ai connu la France, rêvant à elle sur des cartes de géographie, et je m'interrogeais. Comment est cette France, ma mère patrie? À 11 ans, on m'avait refusé une bourse alors que tous les fils de colons profitaient. Cette injustice renforçait mon envie de connaître ce pays. Le seul moyen était l'armée. Le hasard fit que la guerre fut déclarée 3 mois avant mes 18 ans. Je m'engageais. Je me suis plus engagé pour connaître la mère patrie que pour la défendre. J'ai donné mon sang pour la France et j'ai arraché 4 médailles pour elle. Honnêtement, ce qui me peine un peu, c'est le sentiment que parfois le peuple français ne mérite pas son pays. J'ai fait 10 fois le tour du monde. Pour moi, rien ne vaut la France. Quand le drapeau tricolore a été hissé à Melbourne, j'ai pleuré sans larmes tellement j'étais déshydraté. Eh bien, merci Alain Mimoun, et on vous félicite.
Et on salue très bas et avec affection le grand officier de la Légion d'honneur que vous êtes devenu. Merci. Voilà, en ce premier jour de l'année, j'ai pu réunir autour de moi, rescapé de 2 réveillons, Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Macha Méril. Et Jacques Balutin. Présent. Et puis, un invité d'honneur que nous connaissons bien, qui est un augure patenté dans les disciplines de la psychologie, de la psychiatrie. Si on l'écoute, on se sentira mieux dans sa peau cette année. C'est le docteur Christophe André. Bonjour docteur, et merci d'être des nôtres pour un livre qui m'a paru tomber à propos, parce que c'est le premier de l'année, on fait un bilan, on prend des résolutions, et on est souvent, finalement, on a plus de problèmes avec soi-même qu'avec les autres, dans notre type de société. Oui. Enfin, en tout cas, on en a au moins autant. On ne peut pas toujours accuser les autres d'être à l'origine de nos problèmes. Il faut bien. Et puis, de toute façon, c'est plus facile de s'occuper de ces problèmes que d'essayer de pousser les autres à régler les Alors, je vais vous demander, avant qu'on entre dans le vif du sujet, de bien vouloir vider vos poches, votre petite serviette, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un stéthoscope, il y a des... Ah. Non Tiens, alors... c'est la serviette de Pierre Bellemare, on dirait, non Je me suis trompé. Oui. Je dois tout vider. Oui, bien sûr. Mince. Ça va être long. Alors, ça, c'est les clés de Sainte-Anne, du service où je travaille. Donnez-les à Perroni. Vous n'êtes pas des... J'habite à côté. Vous n'êtes pas dépaysés ici. C'est questionnaire chez vous. Tu vois, si tu avais eu les clés, tu te serais échappé plus facilement. Oui. D'ailleurs, on a toujours le fantasme que Sainte-Anne, évidemment, c'est un hôpital d'où on rentre, d'où on ne sort pas. Oui. Alors, je me souviens, j'avais un patient qui était très drôle une fois, qui vient en consultation, puis... c'était la dernière consultation de la journée, donc je le raccompagne à la porte du bureau, puis il se retrouve dans le grand couloir, il ne savait plus s'il était arrivé par la droite ou par la gauche, alors il se tourne vers moi, et il était très malin, très drôle, et au lieu de me dire où est la sortie, il me dit « Est-ce qu'il y a une sortie ?» Ah oui, il y a une nuance là. Le fantasme de l'hôpital d'où on ne sort jamais. Je continue alors ? Oui, mais bien sûr, videz votre sac, ce que vous faites faire à vos clients d'ailleurs. Absolument, ça c'est mon calepin, je ne suis toujours pas passé au calepin électronique, donc voilà. Au rendez-vous. Tous mes stylos, je ne vais pas tous les sortir quand même. Ah si, parce que ça beaucoup. Voilà. Oh là Monsieur sort 20 stylos. On m'a dit que c'était les fous qui avaient ça, de toutes les couleurs dans les poches. Oui, mais vous savez, on est très proche de nos patients. Oui. Ou les chefs de rayon de Castorama aussi. C'est peut-être un patient qui a pris la place du docteur. C'est peut-être fait avoir. Pour l'instant, ça va, il a une chemise avec des manches, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est mon calepin. J'ai toujours un calepin sur moi pour noter les bonnes idées. Et ça doublonne un peu avec l'agenda ? Non, non, c'est autre chose. Non, ça, c'est juste pour prendre... L'agenda, c'est les rendez-vous. Le calepin, c'est les idées. Il aurait pu être boulanger, c'est le petit calepin. Qu'est-ce que vous allez écrire alors en sortant prochain livre, d'ici ? le prochain bouquin. En sortant d'ici, il va nous mettre les notes. Je sais d'abord pas s'il y a une sortie là non plus. Je suis pas encore sorti. Vous avez rencontré quelques malades potentiels assez gravement atteints. Écoutez, on parle jamais de diagnostic comme ça en direct devant tout le monde. Ça se fait toujours dans le secret et l'intimité. Oui. Mais non, je noterai certainement des choses, tirées de cette rencontre, évidemment. Annexe de Sainte-Anne, 22 rue Bayard. Ça, oui. Un peu d'argent ? Oui, un peu d'argent. Combien ? Oui, c'est très important. Chez nous, on veut savoir ça. Si vous êtes bankable ou pas. Ouh là là, je suis passé au distributeur il n'y a pas longtemps. J'ai au moins 150 €. Ouais, ça va. Joli, un fou qui se prend pour Crésus. Oh là là. C'est la moyenne pour une profession libérale. Non, et c'est surtout l'argent liquide que doit avoir un père de famille avec 3 adolescentes à la maison qui ont des besoins réguliers et variés. Voilà, ça c'est les papiers de mon scooter, mon téléphone, un peu d'aspirine parce que je suis quand même, oui. Malade fatigue. La tête, c'est la tête. Mal à la tête en sortant d'ici. Mon étui à lunettes. Quelques photos.
Juste dans mon agenda, la photo... Les adolescentes, elles sont là? La photo de vos enfants? Mes filles et le portrait de ma femme. Ah, très bien. Ah ben voilà. On peut voir. C'est rare. Attends, Oui, c'est rare. C'est le premier. C'est le premier. Ah oui. Enfin, le premier qui la montre. Oui, Voilà. d'accord. c'est parce qu'il met des petites épingles dedans. Pas du tout, pas du tout. Alors, ensuite, des papiers d'identité. Voilà. Je vide vraiment tout, là. Ah Vous voulez que oui, je sorte oui, tout ça, vraiment. c'est mon livre. Vous le lisez, oui, enfin. on ne sait jamais. C'est dit au cas où il l'aurait pas lu. Voilà, donc écoutez, je sors tout, le téléphone, les lunettes. Stéthoscope, les oreillettes. Non, 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 il est non, dans mon service. les psys n'ont pas besoin. Je fais pas de visite à Sainte-Anne. Si parfois on s'en sert, mais pas quand on vient aux grosses têtes, on fait rarement. Bon, quoi. non, mais il se peut que dans la rue, dans les transports en commun, on oui. fasse appel à vous d'urgence. Ça, c'est une mauvaise idée de faire appel à un psychiatre en cas Oui, de ça, malaise. franchement. Alors voici donc un livre qui paraît opportunément en ce début d'année, qui s'intitule « Secret de psy », ce qu'il faut savoir pour aller bien. Et donc vous n'êtes pas l'auteur, mais le maître d'œuvre. Hein. C'est ça, c'est un ouvrage collectif. On est une trentaine d'auteurs. Donc j'ai écrit la préface et puis j'ai piloté un peu l'entreprise. Et c'est un très beau... Je peux en parler là ou vous... Ah ben on est là pour ça. Et je voudrais vous demander d'abord... Et puis en même temps, vous pouvez ranger tout votre fourbi, là, parce que c'est fini maintenant. Oui, Ah, je ne peux pas faire deux trucs en même temps. Je parle. Je ou voudrais je vous range. demander si l'efficacité d'un psy dépend du nombre de ses problèmes personnels. Alors, il faut pas, on ne peut pas dire ça de cette manière, mais c'est sûr que c'est un plus quand même. C'est-à-dire, l'efficacité d'un psy, d'abord, elle dépend du fait qu'il ait fait les bonnes études, qu'il se tienne au courant, Qu'il a fait lui-même une psychanalyse. qu'il ait travaillé sur lui. Voilà, ça c'est quand même le indispensable. Après, il y a ce qui peut représenter un petit plus, c'est qu'il connaisse quand même de l'intérieur les pathologies qu'il soigne. Et le fait d'avoir soi-même transité, d'être passé par la case comme aux petits chevaux. Vous voulez dire Monopoly. qu'un psychiatre un peu aliéné soigne mieux les fous qu'un autre? Ça peut lui donner une oreille plus attentive et plus intuitive. Compassion, Oui. surtout, de savoir qu'est-ce que l'autre endure. À une condition. Ça, c'est toutes les histoires de est-ce que l'anxiété dope la créativité, est-ce que la dépression est bonne pour l'intelligence, etc. La réponse est oui, souvent à condition d'être sorti des problèmes. Ah ben oui. Si je suis en train de patauger dans mes difficultés, j'aurais beaucoup de mal à aider les autres. Ah oui, il Je faut boulot avec sortir moi-même. Cela dit, à l'inverse, un psychothérapeute qui n'aurait pas connu de problème devrait changer de métier. Peut-être pas forcément, parce qu'il y a aussi quand même la possibilité. Vous voyez que je suis un vrai psy, j'ai réponse à tout. Mais Est-ce qu'il y a un être humain sans problème? Ça n'existe pas. D'abord, il n'y a pas d'être humain sans problème. La Mais grande non, différence mais- entre les humains, c'est ceux qui les Ben ont voilà. vaguement Ou qui résolus, croient dépassés, qu'ils les ont compris. résolus parce qu'ils sont embrigadés dans un truc. Qu'est-ce qu'elle a encore à rébéquiner, celle-là? Non, mais je suis Alors un problème que intéressée. vous évoquez et qui apparemment ne touche pas les grosses têtes, c'est la perte de l'estime de soi-même. Comment ça se produit alors? On se fâche avec soi, on se prend en grippe? Ah oui, la perte de l'estime de soi, c'est le désamour avec soi-même. C'est- C'est quand on se... La dépression, c'est Ouais, la ouais, dépression. ça peut aller à la dépression, mais c'est... je On me se met souviens- minable. Puis surtout, on ne se pardonne rien. C'est-à-dire, Oui, on est oui. persuadé qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne vaut rien. Pas C'est-à-dire, tout quand fait- on tout mal réussit, fait. on dit j'ai eu de la chance, ou les gens ont été gentils. Quand on échoue, on dit ça m'étonne pas, ça confirme bien que je suis un minable. Donc, il y a une espèce de grippage de tous les mécanismes qui Spirale, font oui. que parfois, on a un peu de satisfaction, de contentement, de soulagement. Là, on est en permanence son meilleur ennemi. Alors comment se réconcilier avec soi-même? S'inviter un soir au restaurant? Il y a 36 000 façons. En gros, ce qui nous fait du bien, ce qui fait du bien à l'estime de soi, ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est d'une part l'affection des autres, l'estime, la reconnaissance. Et puis se comparer avec les autres aussi. Ah, ça, c'est destructeur. Ça, souvent, les gens pensent qu'en se comparant avec moins bon qu'eux, moins brillant, oui, moins oui. fort d'après eux Ouais. qu'eux-mêmes, ça leur fait du bien. Pas Et vrai. ça, c'est une espèce d'addiction très toxique. Les gens qui fonctionnent dans un système de comparaison permanente sont des gens avec une estime de soi fragile. C'est-à-dire, elle peut être haute. Si je me compare sans arrêt à des gens qui me semblent moins bons que moi, ça va booster artificiellement mon estime de moi, mais c'est un échafaudage très fragile. Dès qu'on va me critiquer ou dès que j'aurai un échec, tout va se casser la figure. Moi, Donc, c'est ce qu'on longtemps. appelle... Moi, Ouais. longtemps, je me suis comparé à Elvis. J'ai été très malheureux. Vous savez, très, très malheureux. Donc il faut se comparer à plus que soi. Alors quelle signification donner à cette expression qui constitue une partie du titre? Aller bien. Qu'est-ce qu'elle est bien? C'est les mêmes questions que pour la santé. Vous savez, autrefois, on définissait la santé en disant la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Aller bien, c'est ne pas aller mal. Ou, comme disait Jules Renard, le bonheur, c'est le silence du malheur.
Donc c'est une première option, c'est-à-dire ne pas avoir de souffrance trop violente, trop dérangeante, d'oscillation trop grande. À quoi on s'aperçoit qu'on va bien? Le problème, c'est que souvent on ne s'en aperçoit pas. On s'aperçoit, c'est comme le bonheur, on s'aperçoit qu'on allait bien, qu'on était heureux ou que la vie était plutôt bonne pour nous. Quand ça se gâte. Il y a une autre phrase de Jules Renard qui dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en claquant la porte ». En réalité, c'est joli, ça. Radiguet, Raymond Radiguet, dans son poème Le chant du coq. Et après, c'est pas de... Non, pardon. la phrase exacte, c'est bonheur. Non, mais c'est important. Mauvaise réponse. Comment allez-vous? C'était une phrase à l'époque du XVIIe, XVIe, XVIIe siècle. On demandait comment allez-vous, c'est-à-dire est-ce que la personne avait bien été à la scène? C'est ça, on se renseignait sur son transit. Sur son transit. Alors, on s'aperçoit que ça va bien quand ça va pas mal, quoi. Souvent, on ne s'aperçoit pas que ça va bien, c'est une des erreurs qu'on fait, puisque Mais alors, si on ne s'aperçoit pas que ça va bien et qu'on va vous voir, ça creuse le trou de la sécu. Non, pas forcément. D'abord parce qu'on ne vient pas voir les médecins en général, les psychiatres en particulier, quand ça va bien. C'est dommage, ça leur ferait plaisir. Oui, mais attendez, ça se passe pas comme ça. Si on croit que ça va mal alors que ça va bien, c'est une dépense inutile. Si on croit que ça va mal alors que ça va bien, c'est déjà un problème psychologique. Oui, mais alors si on croit que ça va bien quand ça va mal alors que ça pourrait aller pire, vous comprenez, c'est-à-dire savoir à quel moment on vient quand ça va mal. J'ai été clair. Est-ce que les psys vont mieux que leurs patients ? En théorie, il faut qu'ils aillent un petit peu mieux tout de même. En tout cas, les psys n'ont pas à être un modèle forcément en termes de santé mentale. On ne leur demande pas de ne jamais avoir eu d'état d'âme, d'angoisse, de dépression, quoi que ce soit. Ils ont à être des modèles en termes d'efforts pour aller bien ou à peu près bien. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, quoi. Normalement, ils sont experts. Mais comment évacuez-vous toutes les détresses que vous collectez au cours de vos consultations ? Ça, c'est un des grands enjeux de tous les boulots des soignants. C'est pas seulement les psychiatres, d'ailleurs. L'enjeu, c'est ce qu'on appelle, on n'est pas dans l'échafaudage là, tout à l'heure, mais c'est l'usure compassionnelle. C'est un très beau terme, c'est-à-dire qu'on sait qu'au bout d'un moment, la fonction soignante et même la fonction aidante, on a étudié ça, par exemple, chez les personnes qui ont des maladies, des personnes avec la maladie d'Alzheimer dans leur entourage, on sait que peu à peu, il y a une sorte d'usure émotionnelle, et ça, on y fait très attention quand on est soignant ou quand on prend soin d'autres soignants ou de ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants. Donc les moyens, d'une part, il y a de ne pas être... C'est un métier, la psychiatrie, la psychothérapie et la médecine sans doute, qui devrait ne pas se pratiquer au-delà d'un certain nombre d'heures hebdomadaires. Parce qu'on sait qu'un des symptômes du burn-out des médecins, on a beaucoup de problèmes de burn-out. Burn-out, quand t'es brûlé de l'intérieur. Ça veut dire que tu sors cramé de l'intérieur. Écoutez, puisque vous prononcez ce mot de burn-out, ça nous a fait souvenir d'une confidence de Muriel Robin. J'ai fait un burn-out il y a 2 ans et on a la vie avant et après. Et maintenant, je suis obligée d'aller vers mes envies, vers ce qui est bon pour moi. Et je reviens. Qu'est-ce que c'est qu'un burn-out ? Un burn-out, c'est pas une dépression. L'image la plus... c'est une maison qui... C'est pas un coup dans les parties. Ça n'a rien à voir avec les burn. C'est pas burn, dit en anglais. Ni le mois d'août. Ni le mois d'août. C'est pas du tout une maladie des couilles au mois d'août. Pas du tout. C'est un burn-out. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, bon, tenez-nous au courant, c'était l'été prochain. Mais non, l'image qui est donnée, puis alors je peux vous dire que c'est celle-là. Une maison, les murs sont intacts, mais à l'intérieur, c'est cramé. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien. C'est cramé. Donc on attend et on se dit rien. On n'est pas triste, on pleure pas, on n'est pas. Alors on souffre pas. Non, mais on se dit on est inévitablement dans le présent, donc on n'a plus d'avenir, plus rien ne touche, on ne ressent plus rien. C'est fort, hein. Vous êtes d'accord sur les symptômes ? Oui, c'est une très bonne définition. Oui, elle l'a vécu. Apparemment, à son rire, on comprend que ça va mieux. Hein. Oui, tant mieux. Mais on en sort si on Alors, vous avez donc dit, docteur Christophe André, que il fallait témoigner d'une certaine compassion à l'égard de ceux qui en ont besoin, qu'il y avait une limite à cette compassion et que le soir, quand on rentrait chez soi, il fallait faire un peu le vide dans son esprit.
Oui, et puis se reconnecter à d'autres activités, c'est-à-dire se reconnecter à ses amis, sa famille, ses loisirs. Est-ce qu'on n'a pas tendance à soigner un peu tout le monde, y compris Alors les ça, amis et les parents et Ouais, tout ça c'est ce qu'on croit souvent chez les psys. Alors d'ailleurs, c'est drôle parce que quand vous êtes psy et que vous êtes invité à un dîner, puis vous êtes un peu Tout le monde fatigué, attend que... vous dites rien, vous regardez les gens sans parler en attendant que ça soit fini, et les gens sont persuadés que vous êtes en train de les analyser, de les essayer. Enfin, c'est à la fois une chance et une malchance. Pas du pour tout, le vous psy. demandez si vous allez leur prendre du poulet. Hein. Oui, ou on pense tout à fait. Alors, autre quels chose. ont été ou quels sont vos problèmes personnels, docteur André? Il me semble que ce sont des problèmes ordinaires, que je suis comme tous les humains, plutôt anxieux, que j'ai parfois des coups de blues, que je n'ai pas toujours confiance en moi, j'étais un petit garçon assez timide, enfin c'est plutôt du banal et de l'universel à la fois. Enfin, le fait d'être invité dans une émission comme nous vous rassure quand même, non? Vous savez, on n'invite pas n'importe qui, hein, et surtout que c'est pas la première fois. Hein. Écoutez le docteur Bouvard. Vous soignez ça aux petits oignons. Il a enlevé son entonnoir de dessus sa tête pour le... Il y a des psys pour psy? bien sûr, entre eux. On se soigne entre nous. Vous Bien soignez sûr. entre vous, Mais dans le livre d'ailleurs, Secret de psy, un ou deux de mes collègues racontent notamment un épisode dépressif pour lequel il est venu voir un de ses confrères qui était moi. On a travaillé sur ça. Est-ce qu'il y a un psy qui va consulter un autre psy, le Nord le paye? Alors, en théorie, on préfère. C'est-à-dire, quand on va. C'est quand la on méthode. oui, ça dépend. C'est-à-dire, quand un médecin va voir un autre médecin, si c'est pour un avis ponctuel, très souvent, on ne fait pas payer le confrère parce que il faut bien qu'il y ait quelques avantages à ce métier. Bon. Par contre, si c'est pour une thérapie, si on sait qu'on va faut payer. Hein. Il faut payer surtout, pas tellement pour que ça marche ou que ça marche pas, mais pour se sentir pas redevable. Voilà, moins redevable, moins lourdement redevable vis-à-vis de son collègue, et surtout parce que au bout d'un moment, on se dit si ce collègue a trop de médecins dans sa clientèle, on va le faire mourir de faim aussi à ne pas payer. Oui. Écoutez, quant au rapport du patient et du psy, on avait eu un témoignage assez inattendu et sûrement vécu du regretté Claude Berry. Écoutez, j'allais très très mal. J'avais pas vraiment besoin de voir une psy, mais après tout, j'avais rien à perdre. Donc la première fois il faut savoir qu'à l'époque, je pissais énormément. Hein. Et donc je vais la voir, je reste une demi-heure, 40 minutes avec elle. Et en partant, ça faisait déjà 40 minutes que je me retenais. Je lui demande où sont les toilettes. Elle me dit, c'est là-bas, au fond à gauche, mais c'est la dernière fois, on ne pisse pas chez maman. Ça vous étonne, ce langage? Ouais, mais bon... Enfin, elle voulait faire de l'humour, j'imagine. C'est ça. Ah non, ça établit un rapport de force. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a... Le milieu des psys, il est très intéressant parce que c'est un milieu très hétérogène. C'est-à-dire, si vous allez voir 10 cardiologues, vous montrant à chaque fois la même chose, vous aurez des fortes chances que les 10 cardiologues vous disent à chaque fois les mêmes choses. Si vous allez voir 10 psys, vous êtes à peu près sûr que les 10 psys vont vous dire 10 trucs différents. Alors, il y en a 9 sur 10 qui se trompent. Ça, c'est une première option. L'autre option, c'est de dire tous les chemins mènent à Rome, et il y a plusieurs manières d'arriver à la guérison psychologique. Déjà, entre les psys, les psychanalystes, lacaniens, les jungiens, les machins, enfin, c'est déjà... Alors, les psys ne peuvent pas se prescrire de médicaments, n'est-ce pas? Si, il faut... les psychanalystes, ils peuvent. Bon? Les psychiatres. Les psychiatres, oui, mais pas les psys. Pas les psychologues, non. Mais quand on dit psy, évidemment, c'est un fourre-tout. Les psychologues, les psychothérapeutes. Vous êtes psychiatre. Comment traiter efficacement les troubles de l'anxiété dans une société anxiogène? Ça, c'est vrai que c'est un des problèmes qu'on a. On a le sentiment qu'il y a de plus en plus de gens anxieux. Alors qu'à boire un coup. Beaucoup de gens se soignent comme ça. Évidemment, c'est efficace à court terme, mais à long terme, ça fait surgir d'autres problèmes. On peut reboire une deuxième fois. Hein. Voilà. Et donc, ça finit mal en général, ces histoires. Parce que tout dans notre société, le principe de précaution, les nouvelles dont nous abreuvent les médias, tout provoque notre anxiété. Oui, c'est-à-dire on a de plus en plus de... En fait, ce qui provoque l'anxiété, et c'est le paradoxe de notre société, c'est quand même globalement une société qui est moins dangereuse que les sociétés d'autrefois. Autrefois, il y avait quand même des loups dans les bois, des brigands, 3 enfants sur 4 qui mouraient avant l'âge de 10 ans, etc. Donc on est dans une société normalement plus sécurisée, même si tout n'est pas rose, et on est de plus en plus anxieux. C'est parce que l'anxiété ne vient pas de la présence des problèmes,
elle vient de l'anticipation, de l'imagination des problèmes. Elle vient d'un univers qu'on a le sentiment de ne pas contrôler. On se dit, je ne vais pas pouvoir faire face à tout ça. Et en ce sens, notre société est beaucoup plus complexe que celles qui nous ont précédées. Il y a des tas de trucs qui nous dépassent. Comment faire marcher cette Freebox, comment faire fonctionner cette espèce de téléphone portable avec 36 000 fonctions. Tout ça, ou comment arriver à mettre en marche mon GPS pour aller à ce dîner chez des copains en banlieue. Tout ça, l'air de rien. En France, spécialement, on est très très pessimiste et c'est le pays le plus anxiogène de tous. Il y a une statistique qui est sortie aujourd'hui même. Dites la Russie, c'est pas mal aussi. Eh ben, ils boivent un coup, ils sont plus joyeux. Sur les Russes, moi je me souviens, j'étais allé faire des conférences à Moscou sur le bonheur. Je vois pourquoi on m'avait invité à parler du bonheur. Et alors c'est la première question qu'on me posait à chaque fois. J'essayais de faire un topo sur le bonheur, sympa, drôle, gai, etc. Et à chaque fois, j'avais quelqu'un qui se levait au fond de la salle, qui posait la même question, qui disait « Oui, mais vous ne nous avez pas parlé du suicide. » Et c'est un peuple, mais on faisait un topo sur le bonheur. Et c'est un peuple qui est très sombre, très douloureux. Alors évidemment, ils ont un passé compliqué, mais j'ai jamais rencontré des personnes aussi dépressives et douloureuses. Mais toute la littérature russe est comme ça. Franchement, Tchekhov, c'est pas. Il écrivait des comédies tristes. Alors, des nouvelles de Laurence Ferrari. Elle revient. Elle revient ce soir. C'est le retour. Alors, il ne faut pas s'attendre, comme je l'avais espéré, à ce qu'il y ait à côté d'elle et sous le prompteur un couffin ou un landau. Elle dit mon petit dernier, vous ne le verrez pas en photo. Ça, c'est compté sans les paparazzi. Mais elle revient vite, elle n'est pas restée longtemps au stand. Hein. C'est vrai. Alors, c'était pas la tique qu'elle avait dans le moteur, c'était un bébé. Chemin faisant, elle fait quelques confidences. Elle dit avec Harry Roselmack, nous sommes un binôme. Bon, bon. Il y a le môme et le binôme. Bon. Elle dit aussi tout ce que je dis à l'antenne, c'est moi qui l'écris. Ça n'est pas du karaoké. C'est passionnant. Il faut le dire. Il faut le dire parce que très souvent, on fait aux présentatrices le reproche de n'être que des speakerines, comme on disait. Elle le lit, mais c'est elle qui a écrit le texte. Voilà. Elle dit aussi, on est un bon présentateur si on a fait du terrain. Ça veut dire quoi? Si on a déroulé du câble. C'est ça, oui, c'est ça. Elle n'a pas fait beaucoup de terrain. Si, elle a été journaliste, notamment à RTL. Hein. Mais c'est pas vraiment du terrain. Le terrain. En ce moment, nous, on fait du terrain. Oui. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Je croyais qu'on faisait de la radio. C'est du terrain lourd, nous. On déroule du câble. Si tu descends au coin de la rue avec un micro et que tu dis bonjour madame, est-ce que vous trouvez qu'il fait froid? Paf, si la dame te dit oui, paf, t'as fait du terrain. D'accord. Elle dit la mise à l'écart d'Audrey Pulvar est injuste. La solidarité de présentatrice. Elle dit Mélenchon, c'est une personnalité politique que j'aime bien. Il a du répondant, au moins il est rigolo. C'est vrai que... il est rigolo. Pour les journalistes, c'est rigolo. Elle dit quoi d'essentiel encore? Parce que là, j'ai un peu mal à la tête, là, vous voyez. Elle dit et si ma bille est parmi vous, embrassez-le bien. Ça, je veux bien. Je veux bien. Et puis, ce matin, Laurent Gérard a fait fredonner à Guy Béard, dont il imite merveilleusement la voix, un couplet de sa façon, de dire de la façon de Laurent Gérard. Or, moi, ce matin, j'ai trouvé sur mon bureau une petite chanson que Guy Béard avait écrite pour les grosses têtes et qui est une parodie, alors attention, c'est un peu osé, de la Marseillaise. Et comme c'est un peu osé, je vais demander à Jean-Jacques Perroni de bien vouloir l'interpréter. Bon, alors ça s'appelle La Bordelaise. Alors je m'excuse parce que je chante assez faux en général. Mais c'est bien pour ça que je vous ai choisi. Tu peux pas chanter plus faux que Guy Béard. Allons enfants de la panique, le jour foutoir est arrivé. Contre nous de la République, le fatras des lois est levé. Le fatras a des lois est levé. Et voyez-vous dans nos campagnes grouiller tous ces alinéas qui viennent jusque dans nos bras, étouffer nos fils et nos compagnes. Aux burnes, citoyens, baissez vos pantalons, votons, votons,
que nos bavures inondent nos boxons. Voilà, alors, c'est un peu osé. Hein. Ah oui, quand même. Mais il y a du souffle et je crois que la mélodie marchera. Ah. Oui. Et c'est vraiment Radio de Marie Guy. serait pas très C'est contente. vraiment hein. de Guy. Oui, évidemment. Est-ce que le sport est un anxiolytique? Ouais. Oui, eh ben on va jouer au tennis. Ah. On va jouer au tennis et vous allez voir, ça va détendre l'atmosphère. On va s'envoyer des balles comme ça et on va demander à Jacques Balutin d'assurer le rôle de l'arbitre. Regardez cette souplesse. Ah, il grimpe ça comme si c'était le Mont Ventoux. Hein. Un jeune homme. Christophe André, peut-on dire que nous sommes tous fous? Tous potentiellement fous. Alors, je peux compléter la réponse ou il faut... Non. Allez-y, parce que ça, vous n'avez pas de points. Moi, je suis psychiatre et j'ai jamais vu de fou, en réalité. Donc, tous ou pas tous fous, c'est une question qui me dépasse. Moi, je vois des schizophrènes, des déprimés, des anxieux, mais je n'ai jamais vu de fou. Vous faites le détail, oui. Oui, puis le terme fou est un terme qui ne concerne pas la psychiatrie. Alors, nous sommes tous affligés d'une des pathologies que vous venez d'évoquer. On n'est pas tous affligés d'une pathologie. On est tous vulnérables. Et on pourrait tous, si on ne faisait pas les bons efforts ou si la vie commençait à nous secouer dans le mauvais sens, basculer dans une pathologie. On est tous menacés. Absolument. Voilà. Un point. Est-ce que sans leur blouse blanche, on ne confondrait pas les praticiens avec leurs malades? Si, probablement. Et d'ailleurs, quand on fait des thérapies de groupe où tout le monde enlève la blouse du côté des soignants, qu'on se mélange joyeusement, quand quelqu'un arrive un peu en retard à la première séance, il ne sait absolument pas où sont les psys et où sont les patients, et c'est parfait comme ça. Un point. Philippe, il va falloir faire quelque chose. Hein. Oui, mais attendez, c'est un interrogatoire difficile. Parce que... Oui, vous avez peur de tomber dedans. Il ne veut pas laisser paraître ses propres pathologies. Oui. Alors, il y a un chapitre qui m'a paru plus passionnant que les autres encore. C'est celui où on enseigne les moyens de lutter contre la phobie sociale. Oui. Alors, par exemple, on conseille de chanter dans la rue ou dans le métro. Ouais. Ça, la phobie sociale, c'est une pathologie très passionnante. Ça consiste en une sorte de timidité ultra maladive. On ne peut pas regarder les autres dans les yeux. On a l'impression que tout le monde se moque de nous. Enfin, c'est pas la paranoïa, mais enfin qu'on est inférieur aux autres. On rougit, on tremble, on n'ose pas parler, on n'ose plus sortir parfois de chez soi. Et le problème de cette maladie, c'est la honte. On a honte de prendre la moindre initiative. On a honte d'être regardé. Donc, il faut apprendre à nos patients à affronter cette honte. Donc si on chante dans le métro, ça ne va pas arranger le... Ça va pas arranger les bidons. Non, le théâtre est une très grande thérapie. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est pas... Le problème dans la phobie sociale, c'est pas les situations, c'est ce qu'on ressent. Si je chante dans le métro, effectivement, tout le monde va me regarder. Mais il se passe. On va crier au fou et ça n'arrangera rien. Non, pas du tout. Vous savez, moi je l'ai fait. On l'a fait des années. Vous chantez dans le métro, docteur. Bien sûr. Et je peux vous dire ce qui se passe. C'est très drôle. Dans un premier temps, alors on chante, on y va, on se met tous autour du patient, puis on chante joyeux anniversaire. Voilà. Et donc, on fait ça dans la ligne qui passe près de Sainte-Anne. Là, si ça vous intéresse, tous les lundis soirs de 5 à 7. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont très peur. Vous avez un tiers du wagon qui instantanément baisse la tête. Ils se disent, ils vont faire la manche, c'est une caméra cachée. Ah oui, c'est bien. L'autre tiers du wagon qui s'en fout, qui roupille, ils ont leur petit truc dans les oreilles, là, ça ne les intéresse pas du tout. Et il y a un tiers qui regarde de façon bienveillante, plutôt sympa, plutôt amusé. Quand vous arrêtez de chanter, quelques personnes applaudissent. À la station suivante, quelques-uns viennent vous taper sur l'épaule, vous dire bravo, bon anniversaire. Et ça, les patients voient ça. Alors que pour eux, ils réagissent exactement comme vous. Ils se disent, si je chante dans le métro, c'est police secours, on va m'agresser, se moquer de moi. C'est jamais ça qui se passe. Jamais. Et confronter ces fantasmes et la réalité, c'est ce qu'on appelle une thérapie comportementale. Et vous faites ça tous les lundis? Oui. De quelle heure à quelle heure? 17 à 19h. Lundi prochain, je suis là, je veux pas louper ça. Un point. Prenez des pièces de monnaie pour encourager l'artiste. Absolument. Voyons, on a la médecine obligée de faire la quête dans le métro. Alors, autre thérapie surprenante aussi, mettre un nez de clown dans la rue. C'est le même principe. C'est-à-dire, le principe, c'est de se libérer de la peur d'être jugé négativement. Donc, au lieu d'essayer d'en discuter, de dire « mais c'est pas grave d'être jugé négativement », de faire juste
des paroles, de soigner par la parole, on le fait aussi avec les patients évidemment, on se met dans une situation où objectivement on a l'air un peu ridicule pour vérifier qu'on peut survivre à ça. On n'est pas obligé de faire la dépense d'un nez de clown, on peut boire comme Péroni. Bien sûr, je vous remercie. Après, c'est permanent comme ça. Mais pour la nuit du réveillon, mon nez clignotait tout seul, c'est ça que vous voulez? Et là aussi, on crée un certain émoi parmi les passants. Oui, mais ce qui est important, c'est pas tellement ce qui se passe, c'est l'impact que ça a pour nous. La liberté psychologique, c'est de ne pas trembler ou avoir envie de fuir dès que les regards... Et vous l'habillez comment? Comme le mec de chez McDo, vous l'envoyez chez McDo carrément, ils font « Ah, t'as l'affiche qui marche, c'est ça ?» Il suffit d'avoir un nez rouge ou la braguette ouverte. Mais moyennant quoi, tout le monde se lâche. La braguette ouverte, là, c'est autre chose. Là, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait ça au bois de Boulogne, j'ai eu un succès. Oui, moi aussi, j'ai eu la braguette ouverte, j'avais pas de problème. Hein. Mais moi, j'avais mis un nez de clown sur la braguette ouverte. Oui, c'est encore mieux. Moyennant quoi, tout le monde se lâche maintenant et tout le monde, c'est devenu un monde de... 4-0. Alors, la troisième thérapie me plaît beaucoup. Et elle va plaire aux grosses têtes dans la mesure où je les connais bien. C'est utiliser un coussin péteur dans l'autobus. Un point pour Philippe, rien que pour la question, quelle merveille. C'est mieux sans coussin. J'ai perdu le point, mais je réponds quand même. Oui, ça n'a rien à voir. C'est le même principe. L'idée, c'est d'attirer les regards sur soi en étant objectivement dans une situation délicate et d'apprendre à traverser la situation en se disant, c'est la vie, ça peut arriver. Voilà. Et donc, on fait ces petits Enfin, si c'est un coussin, les gens sont déçus, il n'y a pas d'odeur. Hein. Voilà. Et vous le faites ça sur quelle ligne? Et de quelle heure à quelle heure? Ah, bravo, 5. Question plus personnelle, pourquoi retirez-vous vos chaussures et pas vos chaussettes quand vous écrivez? Je retire toujours mes chaussures quand j'écris parce que j'ai ce petit tic d'adorer sentir mes pieds libres, remuer mes orteils. J'ai l'impression que ça fait mieux travailler mon cerveau. Et je garde les chaussettes. Ça ne veut pas dire que vous écrivez comme un pied. Mais c'est aussi quelque chose de curieux. Ça doit s'expliquer psychologiquement. Oui, moi je crois que c'est très fréquent. C'est quand on a envie d'être à l'aise. Voilà. Moi, je garde mes chaussettes pour faire l'amour, toujours. C'est pas ça qu'on parle. Ça fait un peu client. Hein. Non, c'est parce que ça me fait monter la chaleur. Ça me monte des pieds et ça me gonfle les... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me fous à poil quand j'écris à la Sécu, toujours. On est mieux. Voilà. Alors pour Philippe, ça fait 7-2 quand même. C'est bien. 7-2. 7-2. Vous soignez la timidité. Alors, je ne dois pas affirmer qu'il y a beaucoup de timides parmi nous. Encore que... Allez savoir. Est-ce que vous conseillez, pour la vaincre, cette timidité, de faire de la politique, de la télé ou de la radio? D'abord, c'est vrai que la timidité, c'est à peu près 30 à 50% de la population. C'est énorme. Donc, ça montre bien que ce n'est pas impossible de réussir, d'avoir une belle vie en étant timide. Mais il y a tout ce qu'on appelle les timides de l'intérieur. Des gens très, très célèbres. Même quelqu'un comme Mitterrand continuait à dire qu'il était très timide intérieurement. Donc, après, la timidité, une fois, il y a deux aspects. Il y a l'aspect comportemental, ne pas oser aller vers les gens ou vers les situations. Ça, cet aspect est relativement facile à vaincre. Et après, il y a l'aspect psychologique. Toujours se sentir un peu en position d'imposture, avoir peur de déranger, avoir peur du jugement des autres, être toujours hypersensible aux critiques. Et ça, en général, on le garde très très longtemps, voire toute sa vie. Mais c'est pas un problème, parce qu'au contraire, moi je trouve que avoir été timide et avoir dépassé cette timidité tout en gardant la trace fait de nous des personnes beaucoup plus sensibles, beaucoup plus attentives, moins malotrues peut-être, moins agressives que des gens qui ne sont jamais passés par la timidité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'idée d'être passé par une souffrance ou une difficulté et d'en être sorti, au moins partiellement. Enfin, s'il fallait choisir entre la politique, la radio et la télé comme thérapie. C'est les mêmes profils. Hortefeux, c'est le timide de l'intérieur. Oui, absolument, il est timide de l'intérieur. C'est le même profil, c'est-à-dire ce sont des personnes qui cherchent à se prouver qu'elles ont de la valeur au travers de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Mais oui, mais alors pourquoi je suis pas encore ministre, moi? Parce que tu l'as pas demandé. Ah ben oui. Et ils voulaient te mettre à l'agriculture, t'as dit non, au vignoble. Alors évidemment, ils n'ont pas voulu. Puis Borloo a pris ta place. Un point pour moi qui suis pas timide, je vous le dis tout de suite, je vous mets un point. 8-2. Faut-il renoncer au transport en commun quand on est agoraphobe? Non, surtout pas. C'est-à-dire la peur de la foule. Hein. Dès qu'on renonce, dès qu'on obéit à sa phobie, la phobie nous dit ne prends pas, sinon tu vas avoir un malaise, ne prends pas le bus ou le métro, on la nourrit. Donc vraiment, le grand message, c'est ne pas reculer devant la peur, si on peut évidemment, ou alors se faire aider.
Alors, il y a les tocs, les superstitions. Comment débarrassez-vous vos patients des superstitions? C'est toujours le même principe. Quand vous avez des peurs, il faut désobéir à ces peurs pour qu'elles ne deviennent pas dictatoriales sur vous. Donc, par exemple, il y a un exercice qu'on fait faire très souvent à nos étudiants pour leur montrer à quel point c'est difficile de se débarrasser des tocs. Par exemple, si vous avez un patient qui a un TOC portant sur la propreté. Le TOC, c'est les obsessions-compulsions. Ouais. Donc, on a une obsession qui est d'attraper le sida ou une maladie en serrant la main de quelqu'un, en touchant la poignée d'une porte, en ramassant... Howard Hughes. Oui, il avait ça. C'est pas si faux que ça. Ouais. Il vaut mieux se laver les mains. Il y a plein de gens comme ça. Ouais. Non, mais il vaut mieux se laver les mains, mais eux, ils se lavent les mains à peu près 200 fois par jour, chaque fois pendant 5 minutes à l'eau de javel. Regardez Laurent Gérard qui, en période de grippe, ouvre les portes avec son coude. Oui. Ne pas toucher. Oui. C'est un toc. Et en tout cas, donc voilà, ils ont ces peurs. Donc évidemment, s'ils obéissent à cette peur qui leur dit soit ne touche pas, soit lave-toi les mains à l'eau de javel ensuite, ça va beaucoup leur compliquer la vie. Donc l'exercice, c'est d'apprendre à désobéir à ces peurs. Donc ce qu'on fait faire à nos étudiants et aussi aux patients, on leur demande en cours d'enlever leurs chaussures. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Encore. Donc vous pouvez enlever votre chaussure. Vous êtes en train d'enlever votre chaussure? Oui. Tu me diras, Péronique, comment ça sent? Et alors? On prend la chaussure et on se l'applique sur la joue. D'ailleurs, votre chaussure, elle vous va comme un gant. Hein. Oui. On met son autre main sur la semelle de la chaussure, on le pose sur sa chemise, bref, on se contamine. Et quand vous demandez à des étudiants en psychiatrie ou en psychologie de faire ça, vous avez un tiers qui sont pétrifiés. Eh oui, parce que vous venez de marcher dans la voie. Vous êtes dans une merde de chien, vous êtes mal. Sur les 6 grosses têtes, il n'y en a qu'un qui l'a fait d'ailleurs. Hein, donc vous avez des statistiques. Non, mais c'est l'odeur. Moi, je suis guéri par l'odeur. Si je fais ça, je me casse la gueule, moi. Nous, on ne se lave pas les mains 200 fois par jour. On se lave une fois tous les ans. Moi, je ne ferais pas le coup de la chaussure sur le visage. J'aurais peur que ça endommage mon nez de clown. Donc, voyez, vous ne le feriez pas alors que vous n'êtes pas atteint de cette pathologie. Donc ça nous permet de montrer aux étudiants combien on a des blocages qui vont nous freiner alors qu'on va demander aux patients. On a tous des petites superstitions, des rituels. Tous. Hein. On les montre pas, on les garde, mais... Nous avons un camarade le plus distingué d'entre nous qui revient chez lui 3 fois pour voir s'il a bien fermé le gaz. Oui, ça c'est un toc. Ça c'est un toc. Moi je regarde et savoir si bien mes clés. Et savoir si sa porte est bien fermée. Oui. On va lui indiquer le coup de la chaussure. Alors. Bah oui, on va lui dire embrasse ta chaussure. Un point pour. Oh oui, on va lui dire, il va être content. Un point pour. On en est à 1 point pour le docteur, ça fait 9-2, Philippe. Bon, est-ce que le bon docteur Freud s'est trompé? Ouais, il s'est trompé sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui en vouloir, c'était il y a plus d'1 siècle. Donc le problème avec Freud, c'est pas qu'il se soit trompé. Oui, sauf que c'est votre saint patron quand même. C'est notre grand ancêtre. Alors on ne peut pas considérer que tout ce que Freud a dit reste d'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus d'actualité. Par contre, on lui doit le respect dans la mesure où c'est quelqu'un qui a ouvert la voie. Oh, vraiment, il a fait une grande découverte. Mais pourquoi a-t-il dit sur le bateau qu'il amenait aux États-Unis, ils ne savent pas que je leur apporte la peste? Oui. Ça, alors, il disait ça à Jung, qui était un de ses élèves, et après ils sont fâchés. On m'a jamais expliqué ça. En gros, Freud avait, à juste titre, sur certains plans, une image très élevée de lui-même, et très bonne estime de soi. Il était persuadé d'être un conquistador, quelqu'un qui allait révolutionner la marche de l'humanité, mais persuadé aussi que ça allait beaucoup déranger, parce qu'à l'époque, le côté très novateur de Freud, c'est qu'il c'était un des premiers à parler de sexe, à dire le sexe est partout, dans les comportements des enfants, dans nos rêves, dans nos actes manqués, Et ça, il faut voir quand même, c'était à la belle époque. Hein, c'était très puritaine. Et donc ça, les Américains, quand ils ont vu arriver ça, ils ont été à la fois très choqués et très excités. Ça a été aussi un des secrets. Ça a été une vraie révolution aux États-Unis. Très bonne question de Péroni. Très bonne question de Péroni. Il y a autre chose, il y a les phobiques du métro, ou les phobiques de l'ascenseur, ou les phobiques de l'avion. Comment on les guérir? Les plus compliqués, c'est les phobiques de l'avion, puisque dès que vous avez une phobie des transports, le thérapeute va vous proposer de monter avec vous dans une voiture, dans le métro, donc ça va. Oui, mais l'avion, vous ne l'aurez pas, Philippe, je vous le dis tout de suite. Essayez de guérir Philippe de son avion, vous n'arriverez pas, je vous le dis. Un simulateur. Il ne veut pas. Alors, les simulateurs, effectivement, ça marche pour des peurs normales, mais pas pour les phobiques, parce que les patients voient très bien que c'est pas vrai. Ils voient bien qu'ils sont dans un simulateur, a priori. Ils sont pas cons quand même. Ils sont pas cons quand même. Ils sont malades, mais pas cons. Donc,
à ce moment-là, on est obligé d'utiliser d'autres stratégies, c'est de voir de quoi ils ont peur exactement. En général, ils ont peur de mourir. Il y a les deux grandes peurs des phobiques de l'avion, c'est la peur de mourir parce que l'avion va s'écraser, ou la peur de devenir dingue parce qu'on ne peut pas sortir, quoi. On est enfermé. La claustrophobie. Oui, vous, j'ai pris l'avion avec vous à l'époque du théâtre de... On a pris l'avion souvent ensemble. Oui, mais il a eu des peurs. Alors, vous aviez peur quand même? Oui. Il y avait de l'huile sous la laile, c'était moi. Non, mais c'est vrai. Oh, quelle jolie image. Mais vous avez fait tous les stages et tout ça, pourtant, vous avez tout fait pour... Non, j'ai pas fait de stage. Mais voilà, il faut aller voir le docteur. Mais il n'a pas besoin, il veut plus prendre l'avion, laissez-le foutre-lui la paix. Il y a des TGV maintenant qui vont plus vite que l'avion. Non, mais moi j'ai une fille qui est très très normale, sauf qu'elle veut jamais prendre l'ascenseur. Régis C'est bien, Laspalais, c'est très pareil. sportif. Alors l'ascenseur, là, c'est mieux quand même de voir quelqu'un qui va vous amener en ascenseur régulièrement. Mais pour l'avion, effectivement, on essaie d'aborder l'autre dimension du problème, c'est de demander aux patients, par exemple, de se familiariser avec l'idée qu'ils vont mourir. Ah bah De oui, là- ça me rassure. Ça me rassure. C'est sympa, hein? C'est-à-dire faire son testament avant de monter dans l'avion. Ah bah merci docteur, merci Vous docteur. avez bien fait de l'inviter. Vous avez bien fait de l'inviter, là, Philippe. De toute façon, tu vas crever alors dans l'avion après. Oui, Bon, alors merde. On relativise. 3 points pour Philippe, 4 points pour Philippe. Oh, quelle merveille. On relativise du coup. Oh. C'est ça. Désolé. Ah non, mais ça l'a bien aidé. Il a bien fait de nous faire venir aujourd'hui. Quel est le taux de réussite que vous avez sur ce genre de truc là? Sur les phobies de Sur les l'avion, phobies de l'avion, Oui, zéro. Non, si, les phobies de l'avion, c'est sans doute les plus compliquées à soigner. Les phobies, ça va en gros de 30% à 90%. Le plus simple, c'est la phobie De des guérison. animaux. Ouais. Alors, dernière question avant les autres. Est-ce que la passion amoureuse et la foi religieuse ne peuvent pas être assimilées parfois à des formes d'aliénation? C'est ce que pensaient les Grecs de l'Antiquité, qui se méfiaient beaucoup de la passion amoureuse. Non, moi je dirais que c'est une espèce de d'ébullition émotionnelle qui peut nous conduire au meilleur comme au pire. C'est-à-dire Enfin, qui supprime momentanément l'esprit critique. Alors vous savez que non seulement ça c'est une observation qu'on a pu faire, mais j'ai des collègues qui ont fait des études en neuroimagerie. Vous savez, quand on met votre cerveau là dans une machine et on regarde quels sont Moi, les ils n'ont rien zones- trouvé. Il n'y en avait pas. Il est vide. Eh bien, il montre que lorsque les personnes ressentent des élans amoureux très forts, donc c'est très simple, on montre à des... Alors les populations étudiées, c'était des jeunes étudiants amoureux ou des jeunes mamans qui venaient d'avoir un bébé. Quand vous montrez à une personne très amoureuse qui commence sa liaison amoureuse la photo de la personne qu'il aime ou à une jeune maman la photo de son premier bébé, on voit des zones cérébrales se mettre à surconsommer de l'oxygène, devenir dis très donc. actives, les zones dédiées aux sentiments, aux émotions positives, etc. Les oreilles qui clignotent alors. à l'intérieur. Oui. Et dans le même temps, des zones devenir hypoactives, comme si elles étaient en hibernation, c'est les zones de la méfiance, du sens critique et du recul. voilà. Donc ce que vous dites est juste. La jalousie. Effectivement, il y a comme une... Oui. L'amour Il y a une nous carence, rend oui. détendus et dénués Et la de foi méfiance. religieuse, docteur? Pareil. Alors la foi religieuse, on a des études aussi qui montrent que c'est une question de dose. C'est-à-dire qu'à très faible dose ou à trop forte dose, la pratique religieuse pose des problèmes. Et que la pratique religieuse médiane est bonne pour la santé. C'est-à-dire Benoît si vous êtes- 26, il est récupérable. Mais Karl Marx l'avait déjà dit, c'est l'opium du peuple. Ouais. Mais par contre, il avait peut-être sous-évalué, Karl Marx, le fait qu'une pratique religieuse modérée est très anxiolytique et très antidépressive, par rapport notamment à la peur de la mort. Désolé d'en reparler. Les personnes qui ont une foi religieuse ont des niveaux d'anxiété liés à la peur de la mort moins élevés. C'est En tout cas, normal. il est- croit bien rien, sûr. Philippe. C'est normal. Donc c'est Bah oui. un bon usage de la 10-4 pour Ah le ben, docteur. Monsieur l'arbitre, Oui. vous conviendrez que dans le minimum de temps, le docteur André a abordé le maximum de problèmes. Absolument, c'est pour ça que je lui ai mis 10 points. Merci, Mais je vous en monsieur prie, l'arbitre, et bravo à l'invité d'honneur. Ah, alors, dans les hebdomadaires en couleur, on constate que les people se portent bien, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des problèmes. Incroyable coup de théâtre dans l'affaire que vous avez suivie avec nous depuis le début, la rupture entre Tony Parker et Val. Oui. Incroyable. Elle se faisait ramoner. Renversement de situation. Ah oui. Elle couchait depuis longtemps déjà avec le frère de Pénélope Cruz. Oui. Et le senior Cruz. Le senior Cruz. Qui lui mettait un doigt de Porto. Tu
tu me l'as enlevé de la bouche, imbécile. Ensuite, Schwarzenegger passe la main. Oui. Ouais, bah oui. C'est-à-dire qu'il ne sera plus celui qu'on avait surnommé le Governator. Oui. C'est fini. Ouais, bah, Ben oui, c'est normal. Il va revenir au Fin de cinéma. mandat. Et il ne sera jamais le concurrent d'Obama ou d'un autre à la Maison-Blanche parce qu'il n'est pas né sur le territoire des États-Unis. Il est autrichien. Autrichien. À sa mère. Mais attends, mais Obama non plus. Il n'est pas né. Il est né aux États-Unis. Il est né à Hawaï, c'est les Hawaï, c'est les États-Unis. États-Unis. C'est le 52e État. Schwarzenegger, que des femmes accusent aussi de viol. De viol. Ah bon Cela dit, quand Schwarzenegger vous présente ses hommages, on a intérêt à accepter. Attendez, les Américaines, elles sont un peu givrées aussi. Dès qu'on les touche un peu. Mais c'est pas de sa faute, c'est son sexe qui le fait tout seul. Il est bionique, c'est son sexe qui marche tout seul. Non, mais Enfin, c'est ça. Pénétrator. Il a quand même été Monsieur Univers avant d'être gouverneur de Californie. En Autriche. Cela dit, il n'a pas tellement gagné la partie en Californie. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand il est arrivé, c'était l'État le plus riche du monde, maintenant, et le maintenant, c'est déficit, l'un des plus pauvres. Ouais. Il faut dire qu'ils ont eu des grands incendies, les pauvres. Hein, Oui. ils ont perdu Ah beaucoup. oui, ça a bien brûlé. Ah, oui. Et puis, encore une petite nouvelle qui nous est totalement indifférente. La reine Elisabeth d'Angleterre est arrière-grand-mère pour la première fois. Ah bon, c'est qui Bien, qui c'est qui est dans l'affaire? Alors, c'est la fille de Philippe, c'est ça? Du C'est prince la Philippe. fille de Anne, Ah, de Anne, c'est ça. sa fille, Celle qui était ressemble à un mariée cheval. avec un lieutenant Philippe, qui avait pris la Il est parti poudre en fumée. d'escampette depuis longtemps. Philippe. Et alors, la petite Zara Philippe. Quel lapsus. Ah non. Rend la L'âme. reine, qui avait d'ailleurs déjà le physique de l'emploi, Ah oui. arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Et la petite qui vient de naître est 12e dans l'ordre de succession au trône. Ça va, elle est tranquille. Ça va. C'est-à-dire que Pas pour tout de si le train royal Oui. déraille, elle a sa petite chance. Oui. Hein. Mais alors, Anne, c'est celle qui ressemble à un cheval. Oui, C'est ça. c'est ça, Qui ouais, monte c'est dessus ça. d'ailleurs, souvent. Qui Très bonne avait cavalière. épousé un écuyer. Voilà. Oui. Et ils ont fait des poulains. Vous conseillez la méditation, mais comment arriver à la méditation? En s'entraînant. Vous faites du yoga? Moi, j'ai fait du yoga, mais je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je fais de la méditation, ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, et on propose ça à nos patients aussi. C'est-à-dire Moi, j'en fais en bateau, je suis un yoga de la marine. Alors, est-ce qu'un C'est-à-dire thérapeute doit être sympathique? Est-ce qu'il faut qu'on aime son thérapeute? Je dirais que c'est mieux quand même. C'est pas indispensable, mais et puis c'est réciproque. Ah, il faut aussi qu'on plaise au thérapeute. Pas qu'on plaise. Je veux savoir si tu as le droit de coucher en gros. Non, non. Ma mère a le haricot à la Très bonne fenêtre, là, vous question. voyez. C'est important de bien aimer ses Mais patients, d'avoir de l'affection pour eux. Un peu d'empathie, quand On n'a même, pas à oui. devenir copain, mais on a quand même avoir un lien plutôt affectueux, plutôt. Non, on va boire un positif, coup après ouais. la séance, tout ça. Non, ça c'est pas conseillé. Ah ben. Voilà, c'est aussi pas le métro. Moi, j'ai eu affaire à un Ça de vos devient confrères. une thérapeute. J'ai eu- Non, moi, je suis en vinothérapie. Il y en a qui sont des grands séducteurs. Moi, j'ai eu affaire à votre confrère, le docteur Carvalho, qui est un fort. Oh là, charmant. lui, oui. Oui, mais qui est Tu le aussi connais un Oui. très bon psychiatre. Très Oui, bon oui, oui, psychiatre. oui, oui. Première citation de M. Maury de Toulouse, qui a dit « Le névrosé construit des châteaux en Espagne, le psychopathe y habite et le psychiatre touche les loyers. » Michel Audiard. Michel Audiard. Bonne réponse de Péroni. Alors, je voudrais vous faire entendre le témoignage de Nicolas Bedos, fils de Guy, et affligé, il l'a avoué ici, d'un TOC extrêmement envahissant. C'est de l'époque où je faisais les trucs 3 fois. Et en fait, j'avais, je sais pas, moi, 14 ans à peu près, et je marchais, enfin, je rentrais vers la maison avec une très charmante jeune fille, voilà, qui était pas en classe avec moi, mais dans la même école, et on avait à peu près le même trajet de retour. Et je profitais de ce trajet pour essayer de la séduire, de me la mettre dans la poche. Et je m'étais arrangé, moi, avec mes tocs, pour que ça se voit pas. Du coup, je tapais 3 fois sur ce fameux truc, les fameuses bouches d'égout là, et puis de temps en temps, quand je tapais que 2 fois, quand la personne avançait plus vite que moi, je faisais genre, je vais regarder une vitrine, un truc ou quelque chose, attends 2 secondes, je reviens, et hop, je refaisais mon 3e coup, et puis hop, je la rejoignais à la personne, sauf que le bus est passé, notre bus, celui qu'on attendait, et on marchait d'arrêt en arrêt, le bus passe au moment où j'ai fait que 2 fois.
Et je ne vais pas l'abandonner pour ça, parce que j'ai envie de continuer. Donc, je monte dans le bus avec elle, je discute, je suis brillant, drôle, sympathique, etc., comme d'habitude. Et puis, je la raccompagne chez elle. Et là, je reprends le bus dans l'autre sens, je revais devant la Fnac, je tape une fois, je reprends le bus, je rentre chez moi et mes parents me disent « Mais qu'est-ce que tu fous, t'étais au café ?» Je me fais engueuler. Et c'est là que j'ai dit « Je crois que j'ai un problème, il va falloir que vous me laissiez tranquille et qu'on aille voir quelqu'un. » Là, vous reconnaissez un symptôme. Ouais, très bien vu. Non, mais alors bon, on en rigole, puis lui, il le présente de façon souriante, mais c'est rapidement l'enfer. C'est-à-dire un des problèmes de ces TOC, là, les patients qui sont obligés de retoucher 3 fois la poignée de la porte ou de compter de 50 à 0 à l'envers chaque fois qu'ils franchissent un seuil. Leur obsession, c'est que ça ne se repère pas, évidemment. Sur les sols carrelés, éviter certains carrelages. Ça, c'était... De marcher entre deux. Voilà, ou ne pas avoir certaines pensées quand vous faites certaines choses. L'artiste qui met toujours le même slip parce qu'il a eu du succès avec, comme Perroni, par exemple. C'est la superstition pure, ça. Oui, ça, c'est autre chose. Le slip, il tient debout, d'ailleurs, tu sautes dedans. Mais je ne saute pas dedans, il est collé. C'est ta deuxième un toi. sparadrap. Et tous les gris-gris que les gens portent, toutes les choses. C'est de la superstition, ça, c'est pas des tocs. Ça peut tourner au top. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. On a tous ce truc-là. C'est pareil, hein, le fait de penser que nos pensées influencent la réalité, on le teste avec nos étudiants en leur demandant de faire un exercice qui est de dire, imaginez la personne que vous aimez le plus au monde, et une fois qu'ils ont tous cette personne en tête, donc c'est un de leurs enfants ou leurs conjoints ou leurs parents, ils doivent prononcer la phrase « Je souhaite que X crève dans des souffrances épouvantables ». Ah bon? C'est bien. Et alors, ça, c'est... Ça y a foutu un coup à Pépère, là. Si vous voulez lutter contre la pensée magique et contre les superstitions, vous allez devoir faire des exercices comme ça. La pensée magique, c'est penser que mes idées, mes phrases influent sur la vie. Influent sur la vie. Tout est réglé par C'est le vaudou. Est-ce que vous pensez vraiment que... Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez vraiment que dire « je souhaite que machin meure », même si c'est quelqu'un que vous aimez ou que vous n'aimez pas, va avoir un impact. Mais ça se fait pas, c'est pas gentil. Il y a eu un téléfilm comme ça, fait par Claude Chabrol avec Gérard Jugnot. L'idée, Mais on peut le dire sans y croire. Le gars, quand il pense quelque chose, ça se réalise. Oh, c'est horrible. Ah oui. Je sais plus. Est-ce que la lucidité qu'on peut avoir à l'égard de ses propres défauts, de ses propres problèmes, n'est pas un début de thérapie ? C'est la première étape. On ne peut pas faire sans ça, mais souvent ça ne suffit pas. Beaucoup de gens qui viennent nous voir sont des gens intelligents, qui ont réfléchi à leur truc, qui ont compris pourquoi ils étaient comme ça et comment ça marchait, mais qui n'arrivent pas à s'en dépatouiller parce qu'ils ne font pas ce dont je vous parle à l'instant. C'est-à-dire, on a besoin de faire ce qu'on appelle des épreuves de réalité. Et c'est tout ce dont parlent aussi les thérapeutes dans le livre. Leur savoir théorique ne les empêchait pas de tomber malades, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont confrontés à leur peur pour ne pas leur obéir. Quand on va consulter, c'est qu'on est déjà en voie de guérison. C'est la première étape, évidemment. Il y a des tas de gens qui ne vont pas consulter, alors eux, ils peuvent avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir, ça c'est clair. Naturellement, vous êtes dans une profession où on travaille en pleine pâte humaine et où le soir venu, si on n'a pas fait le vide dans son esprit, on rapporte des propos parfois surprenants. Est-ce que vous connaissez Sandra Antignani-Vial ? C'est une psychologue et une sexologue qui est l'auteur d'un livre intitulé « Mon mari n'est pas une femme comme les autres ». Et un jour ici, elle nous avait relaté des choses très très étranges entendues en consultation. C'était donc un séminaire où des personnes venaient pour apporter leurs témoignages relatifs. Cette personne donc rencontrait un problème d'érection. Il avait la motivation, l'envie, le désir, et puis arrivé devant la dame. Là, que dalle, tout était coupé. Donc on lui avait fait refaire un petit peu la scène pour essayer de comprendre comment ça se passait, etc. Et il avait surnommé son sexe Popol. Alors c'était magnifique parce qu'on le voyait, ce brave type là devant, et puis il était plein de bonne volonté, il faisait les mouvements pour le porter jusqu'à la donne, et puis allez Popol, on y va Popol, mais c'était dur, c'était laborieux pour avancer. Vous faites un beau métier. On s'ennuie pas. Ça fait penser à l'histoire que racontait Carrette, le grand comédien disparu, qui avait aussi des problèmes d'érection, mais il était très vieillissant, et un jour, il appelle sa femme qui était à la cuisine et lui dit avec sa voix inimitable « Adèle, je bande ». Et elle lui dit « arrive !» Et lui dit « Ça supportera pas le transport ».
Est-ce que la rigolade, en tout cas la dédramatisation, peut être assimilée à une thérapie ? Assimiler une thérapie, non, mais c'est un outil de bien-être. C'est-à-dire, vous avez ce qui soigne les maladies, donc là, la rigolade ou le sport ne soigne pas les maladies, et puis vous avez ce qui va dans le bon sens, c'est-à-dire soit qui peut vous éviter de tomber malade ou de retomber malade, soit qui peut être un adjuvant, rire, faire du sport, voir des amis, c'est très clairement des atouts importants. Question de M. Brémond, qu'est-ce que les psys appellent l'objet transitionnel ? Ça, c'est un concept qui vient d'un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott. C'est les doudous des petits-enfants. C'est exactement. Des espèces d'objets qui sont à la fois eux, à la fois l'extérieur. Très bon. Est-ce qu'on peut être le doudou de quelqu'un? Jusqu'à quel âge on doit garder son doudou quand on... Oui, voilà, j'allais dire. On ne se souvient pas, un petit doudou. Madame Cassagne demande dans la psychanalyse de l'enfant que désigne-t-on par la scène primitive? C'est l'accouplement des parents. Auquel l'enfant peut assister parfois, et donc ça aurait un impact qu'il n'est que d'une petite chose comme ça. Faut pas qu'il y assiste. Ah non. Ben, pas tout de suite, pas trop tôt. Possible. S'il a le Canal+, c'est pas... Il y a une vieille blague. Les parents entament les manœuvres de printemps et le môme, il n'a pas fermé sa porte et puis les parents sont un peu expansifs. Et alors ça commence au radada, tout ça. Oh vas-y, oh je viens. Ah non, pars pas maintenant, pars pas. Non mais je viens. Le gosse il entend tout ça, il fait attendez, je mets mes pompes et puis je vous rejoins. C'est ce qu'on appelle une tranche de vie. Les petits boulots. Je fais des trous, encore des petits trous, toujours des petits trous. Ah, beaucoup de petits boulots, hein, docteur? Oui, je finançais mes études avec mes petits boulots. Combien d'études pour être à votre stade? Psychiatre, c'est Bac plus 11. Mais honnêtement, à partir de la 3e année, c'est vraiment sympa, quoi. On n'a pas l'impression de trimer. Alors, petit boulot. J'étais maçon, j'étais laveur de bouteilles sales. Ça, c'est un truc qui Vous ne pouvez pas le refaire chez Jean-Jacques? Faut avoir du temps en même temps. Tu vas me lâcher, toi. Alors, le truc dont je me souviens le mieux, j'étais laveur de bouteilles sales. Je ne sais pas si ça existe encore, ce boulot, dans une usine de jus de fruits. Donc, tous les matins, c'était pas chez moi, alors. À 6 heures, j'arrivais dans un vieux bâtiment où il y avait une énorme machine à vapeur qui devait faire 10 mètres de long. On enfilait les vieilles bouteilles sales. Et la machine ne faisait pas toute seule. Il fallait des gens pour mettre les bouteilles. Mais c'était à l'époque, il y avait les consignes, ça n'existe plus. Et donc, dans ces bouteilles de jus de fruits, quand vous êtes laveur de bouteilles, il y a toute la création qui est rentrée, des cafards, des araignées, des guêpes, des bourdons. Et il y a tous les pervers qui font rentrer des guêpes et qui remettent la capsule dessus. Donc, quand on enlève la capsule, on a parfois un essaim qui sort. Enfin bref. Et l'autre chose qui me marquait, c'est que c'était une usine de jus de fruits. Donc, on avait, comme souvent quand on est ouvrier, des petits privilèges qui étaient de boire tous les jus de fruits qu'on voulait. Et au bout de 3 jours, on a vite compris que ça pose un problème de se désaltérer au jus de fruits. Donc on calme un peu c'est votre premier contact avec la folie, hein? C'était pas vraiment la folie, c'était... Mais les humains font des choses incroyables. Ouais, c'était la vie qui est comme ça. Le premier baiser. Je dois le raconter, là, c'est ça. Hein. Ah bah oui. Bah oui. C'était en 5e, en colonie de vacances, dans le Tarn. On faisait du vélo, du canoë. Puis sous la tente, il y avait une belle blonde à côté de moi. Quel âge? On devait avoir 11 ans, 12 ans. Oh là! Et j'avais rien compris, moi, ce truc-là. Et donc, mes copains me disaient, mais tu es aveugle ou quoi? Parle-lui, touche-la, regarde-la. Donc j'ai mis ma main sur son épaule, terrifiée. Je me disais, tu vas prendre une claque ou elle va rire. Et elle s'est jetée dans mes bras et on s'est embrassés. Oh là là. Quel âge avait elle? Vous avez joué au docteur. Elle avait 27 ans. C'était la monitrice. 27 ans, c'était la monitrice. Et le souvenir que j'ai, c'est comme dans les rêves, tous ces petits souvenirs. Il y a toujours un petit détail qui focalise tout. C'est que comme c'était mon premier baiser, je ne savais pas embrasser, évidemment. Et donc on se cognait les dents. J'ai le souvenir du choc de nos incisives pendant 5 minutes, le temps de comprendre. Il paraît que quand les deux jeunes ont un appareil orthophonique, ça fait de l'électricité. Ça s'accroche parfois. Parfois, ça s'accroche. Ça s'accroche. Ah oui, c'est terrible.
Non, tiens, d'ailleurs, par rapport aux dents et à l'électricité, un des cas les plus incroyables que j'ai eu dans ma vie de psychiatre, c'est une dame qui avait des hallucinations auditives. Donc, on l'accueille. Des acouphènes, ça s'appelle. Pas des acouphènes, non, elle entendait des voix qui parlaient. Oui. Jeanne d'Arc, elle s'appelait Jeanne d'Arc. Donc, le médecin généraliste nous l'envoie, puis elle a pas, en dehors de ça, elle était vraiment cool, quoi. Elle n'avait pas de troubles particuliers, donc ça m'étonnait. Donc, je l'interroge avec un peu plus d'attention, et puis je m'aperçois que les voix, en fait, c'était des bulletins d'information, des matchs de foot, c'était comme des émissions radio. Et en fait, cette pauvre dame avait plusieurs alliages dans la bouche qui faisaient récepteur radio. Il y avait poste à galène. On l'a envoyé chez le dentiste, et quand le dentiste a mis des résines, du synthétique, les hallucinations. C'est pas vrai. C'est incroyable. C'est incroyable de le dire. Mais ce jour-là, elle est obligée de payer la redevance. Cauchemar ou rêve? Ben, c'est pas très drôle, justement. Alors, je suis désolé, vous allez penser que je vous persécute, mais c'est toujours autour de la mort. Je fais souvent mais là aussi, il me semble qu'on est nombreux à faire ça, c'est un sujet important, des rêves, plus que des cauchemars, d'ailleurs des rêves assez préoccupants sur la mort. Donc je revois des personnes mortes me visiter, et avec ce truc incroyable qu'on a dans les rêves, c'est qu'évidemment, c'est la réalité. Et donc un jour, j'ai mon meilleur ami qui est mort dans mes bras alors qu'on faisait de la moto, lorsqu'on était étudiant. Donc évidemment, j'ai eu beaucoup de chagrin, ça a bouleversé ma vie, en fait, vous imaginez bien. Mais il y a quelque temps, j'ai rêvé de lui, il revenait dans mon rêve, mais alors plus vivant que vivant, quoi. J'étais scotché dans mon lit, et je lui disais, mais tu es vraiment vivant? Et il me disait, oui. Non, pardon, je suis tellement ému, vous voyez, je me trompe. Non, il me dit, non, je suis mort, mais... aucune importance. Et il continuait à me parler, et j'avais cette espèce de sentiment absurde que je parlais à un mort comme s'il était vivant, donc je commençais à plus savoir où j'étais, et puis je me suis réveillé à ce moment-là. C'est-à-dire, ce qui est troublant... Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous vous demandiez un rendez-vous? Non, mais ce qui est troublant dans les rêves, évidemment, c'est ce sentiment de réalité émotionnelle, quoi, qui nous submerge à ce moment-là. Enfin, il y a le rêve lucide aussi. On sait qu'on rêve, hein. Ouais, mais on a quand même la sensation incroyable qu'il se passe un vrai truc. Oui, on imagine. Ah oui, mais moi je sais que je rêve pas, je me tape toujours une moche. Incroyable, mais ça m'est arrivé. Zorro est arrivé. Rien de spectaculaire, juste j'ai des souvenirs marquants. Récemment, j'ai eu une expérience quand même dont je me souviendrai toute ma vie. Je me suis fait attaquer par un essaim de guêpes. En faisant un truc tout En lavant les bouteilles? Non. Non. Non, c'est vrai, vous avez raison. Ça vous poursuit, il y a un destin. Je me faisais une randonnée dans les Cévennes, et puis j'ai vu une barrière d'accès à un chemin de pompiers, où seuls les pompiers doivent aller, qui était ouverte. Donc je me suis dit, tu vas la fermer, quoi, pour pas qu'il y ait des touristes qui passent par là, qui mettent le feu, etc. Donc je la ferme, puis je vois qu'il y avait un verrou, il fallait mettre une espèce de gros clou dedans pour bloquer. Donc j'enfonce le clou là-dedans, et il y avait un essaim d'abeilles, de guêpes, qui avait fait son nid là-dedans, et là, ça a été le cauchemar. En un dixième de seconde, une nuée noire qui m'a attaqué, s'essayait de rentrer dans mes oreilles, dans mon nez, dans ma bouche. Donc j'ai dû courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, et en soufflant pour pas qu'elle rentre. Ah oui. Vous souffliez par les oreilles aussi? J'ai essayé de souffler partout. Partout. Là, tu souffles de partout. Et ce truc, voilà, c'est un des moments les plus terribles que j'ai pu vivre. Piqué. Oui, 2-3, mais j'étais très content. Mais ça laisse des traces, cet anxiolytique. Je suis sûr que vous ne pouvez pas avoir une ruche maintenant sans avoir... Ni un clou? Non. C'est très bon pour la santé, non? Non, ça fait très mal. Si tu es allergique, tu meurs. Et c'est les abeilles pour la santé, c'est pas les guêpes. Oui, là, ce sont les guêpes. Ouais. J'avais pas envie de faire le test. La honte de l'invité d'honneur. Une de mes plus grandes hontes, c'est je faisais les vendanges quand j'étais étudiant, et donc c'était le premier soir, il y avait, je sais pas, 30 personnes autour de la table, on se connaissait pas trop, puis la patronne, là, la viticultrice, servait la soupe à tout le monde, donc j'étais assis au milieu, je tends mon assiette, donc elle me sert, je sais plus ce que c'était, un ragoût, une soupe, enfin bref, et à ce moment-là, une guêpe, encore. Ah mais ça vous poursuit, vraiment, hein. Avec les guêpes. Oui, je vois, j'ai beau dire que j'ai pas de phobie des guêpes, vous m'avez démasqué. Une guêpe me pique, mais sans que personne la voie, ni les autres, ni moi. Donc, douleur terrible tombée du ciel, je
jette l'assiette en l'air, qui éclabousse la dame, recouverte de soupe, et qui s'écrase, qui éclate d'abord dans un grand fracas, puis après silence de mort autour de la table. Tous les gens me regardent en silence, à la fois étonnés, inquiets et amusés. Et là, j'ai senti la honte fondre sur moi. J'étais dans une situation, vous imaginez, il fallait que j'explique à 30 inconnus que c'était pas moi, c'était la guêpe, qui s'était envolée, qui avait disparu. J'avais même pas de dard planté dans la chair et il me fallait essayer d'expliquer ça. Et donc j'ai renoncé à expliquer ça. J'ai juste dit, excusez-moi. Si vous n'aimez pas la soupe, vous pouvez le dire gentiment. Pendant quelques jours, personne ne voulait s'asseoir à côté de moi à table. Et la dame avait une taille de guêpe, non Non, mais elle avait un teint. Dernière citation de M. Cellier de Rodez, qui a dit « Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question « Que veulent-elles au juste ?» C'est Freud. Wolinski. Aucune idée. Freud. C'est Freud. C'est Freud. Bonne réponse de Logérias, c'est Freud. Oui, racontez, ma chère Meryl, la belle histoire envoyée par Madame Crest d'Anfreville. Elle est charmante. Un monsieur plutôt jeune, 85, peut-être 90, entre chez le médecin et demande « Docteur, j'ai besoin d'un fortifiant. Ça ne va plus du tout. Vous comprenez, je suis fiancé à une jeune fille et chaque fois que je vais chez elle, j'ai des difficultés. Mais vous savez, c'est tout à fait normal à votre âge. Pas du tout, docteur. Au premier, pas de problème. Mais au deuxième, ça devient difficile. Et au troisième, c'est fini, je peux plus. Bah, alors arrêtez-vous au premier, c'est déjà très bien comme ça, répond le docteur un peu admiratif. Mais docteur, la jeune fille habite au quatrième. Elle est gentille. Elle est charmante. Voilà, alors un grand merci au docteur Christophe André d'être venu parler de cet ouvrage qui réunit de nombreux témoignages de collègues, de confrères, qui s'intitule « Secret de psy » et surtout ce qu'il faut savoir pour aller bien et dont vous conviendrez que c'est un joli cadeau de nouvelle année. Merci, bravo, à demain.